Merci beaucoup. Comme je le disais, c'était vraiment une occasion pour nous de discuter avec les acteurs qui sont vraiment très importants dans la gestion de n'importe quelle crise sanitaire, qui sont les journalistes. Donc c'était pour nous une occasion de les orienter sur la recherche de la bonne information, sur des informations crédibles et surtout communiquer en temps réel avec la communauté pour qu'on puisse adopter des mesures de prévention de cette pandémie. Nous avons rappelé qu'il faut toujours, dans la communication, se rappeler du modèle, de Health Belief Model de Rosenstock, parce que c'est important pour que les gens comprennent. Quand vous parlez d'une maladie, c'est quoi cette maladie? Vous parlez de la gravité de la maladie, vous devez parler de la susceptibilité, de la vulnérabilité de la maladie et de les mesures de prévention. Comment la personne peut s'en protéger? C'est ce qui est important pour susciter un véritable changement de comportement chez nos concitoyens. Donc, du coup, il faut vraiment travailler à fond, mais donner des informations crédibles. Nous avons sollicité que les uns et les autres aillent sur des sites officiels du ministère de la Santé et de la RDC, les sites officiels de l'OMS pour s'enquérir des bonnes informations. Parce que sur Internet, on peut trouver tout ce qui est bon, on peut trouver tout ce qui est mauvais. Donc, nous suscitons la recherche de la bonne information parce que c'est celle qui peut être bénéfique à toute la communauté. Alors, pouvez-vous essayer de rappeler quelques règles, quelques gestes barrières aux populations afin qu'ils puissent se protéger contre le Covid-19? Exactement. Selon les recommandations de l'OMS, les gestes qui sont recommandés, et d'ailleurs, pas seulement parce que les recommandations de l'OMS sont aussi traduites dans les recommandations nationales, c'est-à-dire que chaque pays le traduit dans sa politique. Aujourd'hui, au niveau de la RDC, il est recommandé que les gens se lavent les mains régulièrement et chaque fois qu'on a touché un milieu, mais on doit éviter de se saluer, de se serrer les mains parce qu'on peut facilement prendre le virus en se serrant les mains. Alors, l'autre chose qu'on recommande également, c'est le port de masque. Le port des masques est très important dans la mesure où ça peut protéger vous-même et si les autres aussi portent les masques, tout le monde peut en bénéficier. Donc c'est vraiment surtout dans un environnement clos. Alors vous qui faites des interviews, vous qui partez pour faire des interviews avec des personnalités et sans savoir où la personne peut-être était, vous pouvez aussi être exposé. Vous, journalistes, vous devez prendre ces précautions-là. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez faire même de la recherche de l'information. Combien de journalistes ont été infectés avec Covid? C'est là que vous apprendra que vous devez prendre des dispositions en portant des masques chaque fois que vous devez aller faire une interview avec qui que ce soit. Donc, mais ça ne se limite pas aux journalistes. C'est une mesure qui concerne toute la population générale. Le port des masques est vraiment souhaité. Alors, donc je parlais déjà du lavage des mains, mais également de la distanciation physique. Alors, les gens parlent souvent de distanciation sociale, mais c'est une erreur de langage. On parle beaucoup plus de distanciation physique. C'est-à-dire qu'on doit se tenir à une distance qui évite que la personne puisse éjecter des postillons. Parce que quand on parle, qu'on le veuille ou pas, si je n'ai pas de masque, il y a des petites gouttelettes qu'on appelle des postillons que je peux émettre. Et le virus peut également partir à partir de ces postillons-là pour contaminer une autre personne qui n'a pas de masque. Mais si vous êtes à au moins 2 mètres de moi, donc les postillons ne peuvent pas arriver à votre niveau et donc ça peut vous protéger de vous contaminer à partir de moi. Alors, ce sont des mesures qu'il faut adopter dans la mesure du possible, chaque fois que cela est nécessaire et chaque fois qu'on est dans un environnement inhabituel. Surtout, c'est-à-dire quand on sort
de ce choix. Et parce que c'est vrai que en famille, c'est une autre histoire. On ne va pas rentrer dans des considérations un peu internes aux familles, parce que ça n'a pas de sens d'en parler. Mais quand vous sortez, vous ne savez pas la personne avec qui est en face de vous, où il a été. Moi qui vous parle, par exemple, si je ne vous dis pas que j'étais parti à Goma il y a une semaine, vous n'allez pas le savoir. Et pourtant, j'étais là-bas. Alors, bon, Goma, il y a des cas. Certes, je n'ai pas été exposé à quelqu'un qui a la maladie, mais ça aurait pu être le cas. Maintenant, si je ne le dis pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, vous pouvez aussi venir vous exposer comme ça et on peut se contaminer. Donc, il faut vraiment suivre les directives nationales qui sont le lavage des mains, qui sont le port des masques, qui sont la distanciation physique. Et avec ça, on peut limiter la transmission de la maladie. Merci. Docteur Horry, au nom de la presse. Comme vous le savez, Covid-19, c'est une maladie qui est nouvelle. Donc, officiellement, elle a été détectée en décembre 2019. Donc, avant décembre 2019, on ne parlait pas de cette maladie. Donc, une maladie qui a 6 mois, oui, on est 6e mois, 6-7 mois d'existence. C'est difficile de connaître tout sur cette maladie. Alors, les connaissances évoluent de jour en jour. Les recherches continuent. Il y a des chercheurs qui continuent à travailler. Alors, aujourd'hui, il y a une cohorte importante de guéris, de personnes qui sont guéries. Alors, il y a beaucoup d'entre eux qui sont également suivis dans des cohortes où, après quelques temps, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir vous dire non, et on a observé cela, on a observé. Donc, pour le moment, il y a un suivi en cours de beaucoup de cohortes pour savoir est-ce qu'il va y avoir d'autres problèmes ou pas. Alors, mais cela doit aussi vous amener à éviter ce qu'on a appelé ici, ce qu'on a présenté, d'éviter la discrimination. Ce n'est pas parce que la Covid, c'est comme toute maladie ordinaire, ce n'est pas parce qu'on a vécu la Covid, on doit pouvoir dire non, bon, telle personne, et ceci, cela. Donc, votre travail, ça fait partie. Vous devez éviter de communiquer de sorte qu'il n'y ait pas de stigmatisation des personnes qui ont vécu avec cette maladie-là, parce que de toute façon, elle paraît être comme toute maladie ordinaire, mais on n'a pas encore toutes les informations. Pour le savoir, il faut faire un suivi régulier d'une cohorte importante, comme on l'a fait d'ailleurs pour Ebola, pour répondre à votre question. Et si on a pu énumérer ou détecter certaines séquelles chez les personnes qui sont guéries, c'est parce qu'on avait pu faire un suivi d'une cohorte importante pour voir qu'est-ce qui allait advenir ou quels sont les problèmes, les autres problèmes de santé qui vont faire. Et puis après, analyser tout cela pour pouvoir faire des directives. Donc on est à ce niveau-là. Pour le moment, des suivis sont en cours, mais nous n'avons pas encore, l'OMS n'a pas encore de données agrégées par rapport au suivi des guéris de Covid, mais cela pourrait venir dans les mois à venir. Pour le cas précis d'Ebola, lorsque vous parlez de séquelles, bon, il y a eu des observations qui ont été faites. Il y a peut-être des gens de petites douleurs ou des trucs, mais pour pouvoir faire, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui permettent de faire la différence entre, parce que même si je suis guéri d'Ebola, je peux avoir des plaintes, une maladie que toute autre personne peut avoir. Donc cela ne veut pas dire que c'est parce que j'ai fait Ebola. Alors pour pouvoir le prouver, il faut peut-être comparer les mêmes personnes, les mêmes âges pour voir est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas habituellement retrouvés chez les autres. Si oui, en ce moment, on peut maintenant dire qu'il y a peut-être lié à... Parce que si je prends deux groupes de personnes qui ont les mêmes caractéristiques, qui ne diffèrent seulement que par le fait qu'ils ont
l'un a fait Ebola, l'autre n'a pas fait Ebola, et je le suis pendant un certain temps, je peux être en mesure de dire que certainement, si lui, il a eu ça, le groupe-là n'a pas eu ça, certainement c'est dû au fait qu'il a été malade d'Ebola pendant un temps. Donc c'est comme ça qu'on détermine certains séquelles, certains problèmes de santé, mais qui sont forcément minimes, et avec un programme de suivi qui est en cours, qui permet aussi de faire la prise en charge de certains de ces problèmes de santé. Pour le moment, ça c'est un dossier super politique parce que ça se traite à un niveau plus élevé que moi. C'est le DG qui gère ce retrait. Mais je veux juste rappeler tout simplement que on ne se retire pas comme ça d'une organisation, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a des textes quand même qui existent, il y a des procédures qui existent, même si les Américains disent qu'ils vont se retirer, mais il y a des principes sur lesquels qui doivent être respectés, les textes sont là. Pour le moment, la situation est en train de se gérer au niveau qui est beaucoup plus supérieur au niveau du DG. Donc je ne peux pas en dire plus là-dessus, mais je peux vous assurer que cela n'impactera en rien la mission de l'OMS.